Parfait. Je vais te poser la question à toi, finalement. Et puis, je vois les gens qui réagissent en faisant des petits pouces. Là, ça, c'est super intéressant quand vous utilisez cette stratégie-là. Donc, avec l'option réagir dans le haut de l'écran Team, là, vous avez un petit bonhomme sourire. Vous pouvez faire des pouces, des cœurs. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pendant la présentation. C'est tout le temps le fun de vous voir réagir aux propos qui vous sont amenés. Merci. Donc, aujourd'hui, je vous amène sur le sujet de la neurodiversité, la neuroinclusion, comment adopter des comportements plus inclusifs. Donc, je vous répète que c'est à titre d'information, de sensibilisation que je suis avec vous pour les prochaines minutes. Donc, voici. Bon, je ne suis plus capable. Ça commence bien, déjà. OK, on y va, ça a changé, c'est parfait. Donc, je vous présente l'objectif et le plan de la présentation. Donc, l'objectif principal, c'est de vous informer, d'échanger sur le sujet d'aujourd'hui qui est la neurodiversité. Le plan de la présentation, ça va être un mini rappel du contexte de la politique EDI, la neurodiversité en tant que telle, les défis et opportunités en milieu de travail, le rôle du veilleur et, comme je le disais tantôt, les ressources mises à votre disposition pour ceux ou celles qui voudront aller plus loin sur le sujet. Donc, contexte politique, je vais passer rapidement. Là. Mon but, c'est pas de la passer au complet, cette fameuse politique-là. Lorsque vous allez recevoir la présentation, vous allez voir le mot politique, il est surligné, il est cliquable aussi. Donc, je vous invite à aller consulter cette fameuse politique-là que l'organisation a adoptée en juin 2022. Si je vous la mets ici, c'est à titre d'information pour vous dire que la neurodiversité, les personnes neurodivergentes, pardon, ça fait partie des 5 principes directeurs qui définissent notre belle politique, mais plus spécifiquement, le principe numéro 1, 3 et 5 que vous voyez présentement à l'écran, qui a aussi des rôles et des responsabilités qui viennent avec cette fameuse politique-là, dont adopter une conduite empreinte de civilité et de respect, faire preuve d'ouverture et de respect et participer activement. Donc, on a tous un rôle et une responsabilité de participer activement à l'actualisation de cette fameuse politique-là. Donc, je vous invite à aller la consulter. Donc, et aussi de vous mentionner que l'organisation a une planification stratégique 2023-2027, dont l'EDI fait partie d'un des objectifs de cette stratégie-là. C'est l'objectif 11, qui est d'évoluer vers un milieu où l'équité, la diversité et l'inclusion sont omniprésentes. Donc, c'est une orientation au niveau de l'organisation et c'est un objectif qu'on s'est doté pour les 4 prochaines années. Donc, au niveau de la diversité, là, je vous amène au sens de la loi pour vous dire que, au sens de la loi, qu'est-ce que la discrimination? C'est l'action de traiter une personne différemment en raison de ses caractéristiques personnelles, ce qui l'empêche d'exercer ses droits. Donc, au niveau de la Charte des droits et libertés, il y a 14 motifs de discrimination. Notre présentation, elle, d'aujourd'hui, va se situer davantage sur les motifs liés à l'handicap et aux moyens pour pallier à ce handicap que les gens prennent pour accomplir leurs tâches. Je vous mets une petite mise en garde, un petit red flag, comme on dit. Il faut faire très attention aux mots qu'on utilise. Ils ont une grosse portée et un gros impact pour les personnes qui sont visées par nos propos. Donc, je vous fais juste une petite mise en contexte. Puis, je vous amène à prendre conscience des mots qu'on utilise lorsqu'on est en présence de personnes qui sont différentes de nous.
Maintenant, je vous amène à travers tout ça, je vais prendre une petite pause, puis je vais vous donner aussi une petite pause de ma belle voix pour vous amener dans l'univers de Lauriane. Lauriane, qui est une personne qui a été diagnostiquée comme Asperger. Puis, à travers ces petites vidéos-là, vous allez voir, c'est des petites vidéos qui sont très courtes. Elle vous présente un peu qui elle est, comment les gens la perçoivent, quels sont ses défis aussi, à quelque part au quotidien. Fait que je me permets, puis là, j'ai inclus le son, fait que j'espère que ça va partir. Ça devrait. Moi, j'ai été diagnostiquée comme Asperger, au temps où ce terme était encore utilisé. Maintenant, ça a comme changé. Les gens qui s'occupent de ça ont décidé que, ben non, c'est plus comme ça qu'on allait appeler ça. Et ils ont juste mis tout le monde dans le spectre de l'autisme et t'es quelque part sur le spectre. Et voilà, arrange-toi avec ça. Et c'est même pas super clair vraiment comme c'est quoi être haut niveau versus bas niveau. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis clairement un autisme très fonctionnel en société. So, comme moi, j'aurais pas besoin d'être accompagné pour le restant de ma vie. Je vais peut-être avoir besoin d'aller chercher de l'aide psychologique de temps en temps pour comprendre certaines choses, mais la majorité du temps, ça va être OK pour moi. J'ai eu cette chance-là. Que je vais vous envoyer vers le deuxième vidéo. Là, j'ai arrêté le partage au complet. Excusez, je reviens. Je reviens et je vous partage. Attendez un peu. Le deuxième vidéo, qui est encore sur Lauriane, mais maintenant, comment les gens l'aperçoivent, plus au niveau de l'âge adulte versus l'âge enfant. Donc, je lance. Tu as oublié de partager avec le son la deuxième fois ton écran, Sonia. Oups, je reviens. Pas long. Je vais là commencer. Je me suis toujours sentie différente, à peu près quand on remonte jusqu'à mes plus lointaines mémoires. C'était toujours là. Tu sais, je veux dire, j'étais un kid, et j'étais un kid, et j'ai fait des choses comme kid qui étaient clairement des choses de kid. Mais il y avait aussi cette espèce de sentiment d'être un adulte dans un corps d'enfant. Et ça, c'était surtout vrai comme au primaire, au secondaire, quand j'interagissais avec les adultes. Je voulais parler avec les adultes, ou comme dans mes cours, je voulais en savoir plus sur la science, je voulais en savoir plus sur le français, je voulais toujours aller plus loin que ce que les profs montraient à notre groupe. Et je voulais parler avec les adultes aussi de leurs problèmes, sans nécessairement parfois les comprendre, mais j'étais juste intéressée à savoir plus. Et moins, j'avais de la misère avec les jeunes de mon âge aussi parce qu'ils étaient, quand t'es au primaire ou au secondaire, c'est l'âge des niaiseries, c'est l'âge où tu vas mettre faire des graffitis avec du axe sur les casiers, par exemple, ce qui est pas très très génial. C'est ça, c'était toujours ce sentiment d'être comme piégé et comme, c'est ça, les enfants me voyaient et étaient comme, le donc bien bizarre, elle. Et les adultes me voyaient et étaient comme, ah, mais c'est un kid, c'est pas un adulte. So, je vais la traiter comme un kid, tu sais. C'est ça, c'était étrange. Mais c'est vraiment à ma 6e année du primaire que j'ai eu le diagnostic. Là, c'est quelque part dans la 4e année que mes parents ont commencé à faire les démarches pour faire comme, OK, il y a peut-être quelque chose. Et c'est vraiment à la 6e année que là, j'ai eu le diagnostic, où c'était vraiment clair, ah, c'est pour ça que tout ça arrive. Ah, OK. Ouais. Donc, je continue. Le dernier petit vidéo, Lauriane va vous parler des codes sociaux
des personnes neurodivergentes, surtout dans son cas à elle, ce que ça provoque, par exemple, de soutenir le regard. Donc, je la laisse. Pourquoi je ne suis pas capable de le partir? Non, ce sera pas long. On dirait qu'il ne veut pas. Je vais aller ici. Il va-tu me le donner? Oui. Étant autiste, j'ai de la misère à communiquer avec les gens. En fait, juste un exemple, j'ai bien de la misère à regarder la caméra, je regarde partout, mes mains, le sol, ben de la misère à regarder la personne avec qui je parle. Et ça suit au cégep aussi, je vais avoir des conversations avec mes amis, et c'est comme, ouais, combien de temps faut que je la regarde dans les yeux? C'est intimidant de regarder dans les yeux de quelqu'un. C'est comme, les yeux, c'est un peu un juge, les yeux. Tu perçois un petit peu parfois les émotions, mais en même temps, c'est toujours pas clair, tu sais. C'est vraiment étrange. Les codes sociaux, personnellement, c'est toujours justement drôle parce que c'est des acquis, des genres de recettes que j'ai trouvées avec le temps, des habitudes. Donc, voilà, Lauriane qui vous a. Puis là, je vais tenter de revenir à ma présentation. Ça a fonctionné, merveilleux. Donc, Lauriane vous a présenté un peu qui elle est à travers le regard des autres, des caractéristiques qui lui sont propres, qui font d'elle une personne unique. Donc, à travers ces témoignages, et lorsque vous allez recevoir la présentation, je vous ai également mis la source du Collège antique qui propose une panoplie de vidéos en lien avec soit la neurodiversité, mais aussi avec d'autres caractéristiques de la diversité. Je vous invite à les visionner, à en prendre connaissance parce qu'ils sont riches, ces vidéos-là. Puis en même temps, ça vous permet de découvrir et d'en connaître davantage sur ces belles personnes. Donc, pour continuer, je vous amène dans la neurodiversité. Encore là, je ne lirai pas tout ce qui est mentionné sur la présentation, mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que le concept de neurodiversité, ça réfère à la variabilité neurologique. Ça influence plusieurs fonctions cognitives, telles que la sociabilisation, l'apprentissage, l'attention, l'humeur. Puis, ce qui est important, je pense, que vous devez retenir, c'est ce qui est dans la bulle verte, c'est qu'une personne neurodivergente ou neuroatypique, son cerveau fonctionne différemment. Il s'éloigne souvent du fameux standard qu'on connaît. C'est la normalité qu'on n'arrête pas de dire. Le cerveau des personnes neuroatypiques va fonctionner différemment des nôtres, mais ça ne fait pas d'eux des personnes qui sont bizarres ou qui ne sont pas adaptées à leur réalité ou à notre réalité. On devrait plutôt aussi prendre les personnes neurodivergentes et neuroatypiques comme une différence, une belle différence, plutôt que d'avoir un vocabulaire comme les identifiant comme étant des personnes dysfonctionnelles ou atteintes d'une maladie quelconque. Ça, c'est important aussi à retenir. Je vous ai mis aussi différents profils qui existent au niveau des personnes neurodivergentes. Un qu'on connaît tous, le trouble du spectre de l'autisme, le fameux TSA. Il y a le TDA, le TDAH, puis le TDA. Il y a le syndrome de Gilles de la Tourette. Il y a les troubles d'apprentissage. Les plus connus sont la dyslexie. La dyslexie, c'est la difficulté à lire, donc à soutenir un texte de lecture. Il y a la dysorthographie. Ça, c'est la difficulté à transcrire ou à rédiger un texte. Il y a la dyscalculie.
Lee, si je le prononce bien, c'est la conscience des nombres. Donc, on a la conscience qu'on a des nombres peut être affectée lorsque on a ce trouble d'apprentissage-là. Le dernier que je vous ai mis, c'est la douance. Encore là, tu sais, je ne rentre pas dans chacun des profils pour vous les expliquer de long en large, mais sachez que ce sont des profils qui existent et qui font partie de la neurodiversité. Je vous amène maintenant pour vous dire qu'il existe... Sonia, Oui, oui. Juste pour compléter, il y a quelqu'un qui a ajouté la dyspraxie. Oui, oui, c'est vrai, la dyspraxie, c'est la difficulté à réaliser des gestes au quotidien ou à organiser sa pensée. Effectivement, merci beaucoup. Elle est comme ici sur la diapositive que je présente à l'heure actuelle, mais effectivement, merci beaucoup pour l'ajout. Donc, ceci étant dit, je vous dirais qu'il y a autant de formes de neurodivergence que de personnes neurodivergentes. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, je vous le ramène en attention ici. Les mots ont un poids, mais leur impact est réel sur ces personnes-là. Donc, de prendre conscience de comment on leur parle, de comment on les interpelle, de comment on en parle avec notre entourage, ça peut avoir un impact réel sur leur estime de soi. Donc, il faut faire attention. Quelques statistiques, au moins 20 de la population serait considérée comme étant neurodivergente. Là, lorsqu'on dit au moins, il faut prendre aussi la petite bulle que je vous ai mis à côté en vous disant qu'il est important de noter que ce n'est pas toutes les personnes qui ont un diagnostic formel et ce n'est pas toutes les personnes qui désirent en avoir un. Fait que de ce 20 %-là, c'est ceux qui ont soit reçu un diagnostic formel, ceux qui ont voulu aller en choisir un. Fait que c'est pour ça qu'on dit au moins, on suggère qu'il y en a plus. Fait que sur ce 20 %-là, on vous dit que 2 c'est la douance, le 5 TDAH, l'autisme est à 1 à 2 le syndrome de Gilles Latourette, 1 à 2 puis tous les profils 10, en ajoutant la dyspraxie, lui, ça varie entre 10 et 15 Sonia, je sais qu'on le voit souvent, TDAH, mais tu peux juste le dire de quoi on parle, l'acronyme? Ah oui, excusez, hein? C'est vrai qu'on le dit souvent, puis on le prend pas. Le TDAH, c'est le trouble du déficit de l'attention. Ça, c'est le TDA. Et lorsqu'on rajoute le H, c'est avec l'hyperactivité. Donc, les gens qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de parler, il y a l'hyperactivité. Puis, il y en a que c'est au niveau de l'attention. Ils vont perdre l'attention soit par des stimuli extérieurs, soit parce qu'il y a une conversation en parallèle. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a un TDA, que le H est automatiquement relié. Les deux peuvent être séparés ou les deux peuvent être ensemble. Merci, Marie, pour la précision. Je vous amène maintenant dans l'univers des défis au travail que ces gens peuvent vivre. Donc, les défis auxquels ils vont faire face, c'est la structure de travail qui peut être très rigide. Donc, souvent, on a une approche unique pour tous, puis il n'y a pas de flexibilité dans les structures de travail. Fait, les gens neuroatypiques, les personnes neurodivergentes, ne se retrouveront pas dans ces structures-là, vont être plutôt coincés dans un univers qui ne leur est pas confortable, ce qui va augmenter leur niveau de stress, l'anxiété au travail, la perte ou la diminution de productivité. Ensuite, on a les environnements physiques. Donc, tout ce qui est sensibilité sensorielle, on voit des fois dans certaines équipes, dans certains milieux de travail où le son
est très, très présent. Ça va créer comme une surcharge chez les personnes neurodivergentes, ce qui va faire en sorte d'avoir un impact énorme sur leur bien-être au travail. Puis on a aussi, comme Lauriane le mentionnait, l'obstacle à la communication. Donc, les modes de communication traditionnels auxquels nous, on est habitués, donc la prise de parole, tu lèves ta main avant de parler, ce sont des obstacles que des fois ces gens-là vont vivre et ce qui va leur créer de l'anxiété, du stress et une perte de productivité au travail. Maintenant, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Oui, puis pendant que tu prends ta gorgée, je vais te poser une question. Il y avait quelqu'un qui demandait est-ce que le trouble obsessionnel compulsif, le TOC qu'on entend parler, est-ce que ça fait partie des personnes neuroatypiques? Le fameux TOC, tout le monde en a des fameux TOC. Je ne pourrais pas dire avec certitude que ça fait partie. C'est une excellente question à laquelle je pourrais me renseigner, mais je pense que tout le monde a des TOC. Encore là, c'est peut-être... Ça fait partie du DSM, là. C'est sûr que c'est un trouble au niveau de la santé mentale. Fait que je ne sais pas si effectivement ça fait partie des neuroatypiques, mais oui, c'est ça, Alexandra, tu renchéris sur ce que je viens de nommer. Donc, on pourra vérifier puis vous revenir par la suite. Mais en fait, je pense que c'est effectivement plus du côté de la santé mentale. Des conditions associées. Merci. On a des réponses dans le clavardage. C'est bon, ça, j'aime ça. Je les vois pas passer, hein, parce que je suis en partage, fait que j'aime ça que vous qu'il y ait comme ces interactions-là que je vais pouvoir voir même que je me réécoute. Merci beaucoup. Je continue avec les défis au travail pour vous parler de la compagnie Nuance qui a été fondée par deux femmes extraordinaires qui vivent qui sont en fait des personnes neurodivergentes, qui vous amènent dans leur univers, qui ont une formation à l'introduction à la neuro-inclusion, pardon, et ils nous font prendre conscience des croyances qu'on a par rapport à ces gens neuroatypiques. Puis, il nous amène aussi dans l'univers de se poser la question des croyances neuronormatives. Neuronormatives, c'est un cadre très précis de tout ce qui est standard, tout ce qui est ce qu'on connaît habituellement. Dès qu'on sort de cette neuronormativité-là, on tombe dans la neurodiversité, au niveau des personnes neurodivergentes, pardon. Donc, on nous amène là, puis on nous fait réfléchir, en fait. Ils nous font réfléchir à quelles sont nos croyances, lorsque une personne devant nous gigote sur sa chaise. Prenez le temps, ils nous permettent de prendre le temps d'imaginer ça. Quelqu'un qui manipule, les fameux, ça, j'ai suivi la formation, là, ils donnent un pop-it quand tu suis la formation avec eux autres. Qu'est-ce que ça provoque chez moi? Quelqu'un qui, devant moi, va jouer avec son jeu sensoriel. Quelqu'un qui ne nous regarde pas dans les yeux. Qu'est-ce que ça provoque chez nous? Il nous amène dans cet univers-là. Puis ça fait en sorte qu'on prenne conscience des défis aussi qu'ils vivent au travail, ces personnes-là. Je vous ramène encore dans l'univers de Lauriane pour vous dire qu'elle, un de ses défis a été je dirais, apaisé par la routine. Donc, je la laisse vous parler. Ce qui est bien avec le métier de technique de laboratoire, c'est que c'est très varié en termes de place. Mais une fois que tu es sur une place, la majorité du temps, c'est un travail très routinier. Bon, c'est sûr que s'il y a un appareil qui prend feu, ça sort de la routine, mais c'est rare les fois où un appareil prend feu sans raison.
La majorité du temps, c'est des analyses de routine. Tu vas avoir, ou sinon, tu vas avoir un protocole et tu suis le protocole. Ce qui est pour moi bien sécurisant. Et c'est ce que moi je cherchais. Et c'est pour ça que, par exemple, je ne cherche pas à aller à l'université parce que je m'en y vais pas dans les trucs où j'aurais plus de responsabilités ou à gérer les gens ou à gérer plus de problèmes et d'inconnus. Je sais que je suis pas très très bonne pour ça. Ça me mettrait toujours comme beaucoup trop stressée. Après tant d'années où on joue avec Teams puis avec Zoom dans nos présentations, on se trompe tout le temps de piton. On arrête de partager, on cherche le micro, ça vient de m'arriver encore. Est-ce que la présentation est revenue par contre? Non, tu ne partages plus ton Non. écran. Bon, là c'est fait. Excellent. Donc, vous voyez, Lauriane vous explique, elle, de par, elle se connaît très bien, là, tu sais, de par ce qu'elle est, la personne qu'elle vit, les défis qu'elle vit au quotidien. Elle, la routine dans son milieu de travail, le fait que ça soit cordé, que les tâches soient prédéfinies, pour elle, c'est sécurisant. C'est un contexte qu'elle connaît. L'employeur lui donne ce qu'elle a à faire. Sa routine est très bien établie et là-dedans, le stress est amoindri. Là, vous parlez d'un feu, là, mais ça arrive pas tout le temps, ces feux-là. Fait que, en temps normal, c'est sécurisant pour elle. Bon, ensuite, continuons. Ce qui m'amène à vous parler que Lauriane, elle, dans son milieu de travail, c'est comme ça qu'elle se sent. Elle sait qu'elle n'ira pas plus loin dans ses études. Pour elle, son petit atmosphère lui suffit. Par contre, en milieu de travail, beaucoup de personnes neuroatypiques vont pratiquer, puis là, je le mets en guillemets, là, le fameux masking, donc le camouflage. Ces gens-là ne se... vous pourriez côtoyer pour le restant de votre carrière des personnes neuroatypiques, neurodivergentes, sans nécessairement le savoir qu'elles le sont, parce que premièrement, elles ne veulent pas aller chercher de diagnostic formel, elles ne veulent pas nécessairement que tout le monde le sache. Elle veut être, elles veulent avoir le sentiment d'être incluses, avoir des liens privilégiés avec leurs collègues de travail. Elles veulent maintenir leur emploi, donc il y a une crainte de perdre leur emploi si elles se dévoilent au grand jour. Fait qu'elles vont pratiquer ce, cette espèce de elles vont se mettre cette carapace justement pour passer au travers, puis éviter la discrimination, la stigmatisation. Elles vont vouloir comme se fondre dans le décor, comme on dit. Euh, donc, il y a plusieurs exemples que ces gens-là vont faire euh, pour éviter que vous preniez connaissance qu'elles sont dans vos entourages. Les exemples, je vous en ai cité quelques-unes. Donc, elle va apprendre, cette personne-là va apprendre à imiter des expressions faciales. Souvent, les personnes neuroatypiques, tout ce qui est la gestion de l'humeur, des émotions, c'est plus difficile. Fait elles vont comme imiter ce qu'elles voient chez les autres personnes, les autres collègues, pour éviter que vous sachiez qu'elle a de la difficulté à gérer ses propres émotions. Elles vont cacher leurs intérêts, leurs passions. Elles vont préparer des scripts et se pratiquer à prendre la parole. Tu sais, moi, aujourd'hui, je me suis pratiquée seule devant mon écran pour vous parler aujourd'hui. J'ai ma présentation d'une place, sur l'autre, j'ai mes notes. Mais eux, elles vont, tu sais, elles vont le faire tout le temps et constamment pour éviter que vous preniez conscience qu'elles ont de la difficulté
à s'exprimer en public, qu'elles ont de la difficulté à tenir le regard, que les interrelations sont plus difficiles avec les collègues de travail. Elles vont se forcer à regarder. Comme Lauriane vous le disait, c'est très difficile de regarder quelqu'un dans les yeux pour les personnes neuroatypiques. Donc là, elles vont se forcer, puis elles vont cacher le malaise causé par une sur-stimulation sensorielle. Tantôt, je vous disais que ça, c'était un des défis en milieu de travail pour ces personnes-là. Tu sais, tout ce qui est la surcharge sensorielle que tu peux avoir dans ton milieu de travail, ben, elles vont cacher leur malaise le plus possible pour pas que vous découvriez que ça leur provoque du stress, de l'anxiété. Elle veut pas se faire juger, elle veut pas se faire exclure. Ça, à force de le faire, ces personnes-là, si c'est fait de façon régulière, très régulière, il y a un gros stress, il y a un gros risque de stress augmenté, les symptômes de dépression qui vont apparaître, qui vont être grandissants. Puis la littérature nous dit aussi que ça peut aller jusqu'à même des idées suicidaires. Il y en a qui vont passer à l'acte aussi. Fait que c'est pas à prendre à la légère ce que ça peut causer chez ces personnes-là comme cause néfaste du fameux camouflage qu'ils vont faire pour être inclus dans une équipe de travail. Pourtant, il y a de belles opportunités. Je vous amène dans un contexte plus positif en vous disant qu'il y a plein de belles opportunités au travail. Le fait d'être plus inclusif envers ces personnes-là, le fait de les inclure au travail, dans nos équipes, d'aller chercher des personnes neuroatypiques pour combler nos postes. Il y a plein de belles opportunités. Ces personnes-là ont une capacité énorme à résoudre efficacement des problèmes. Elles ont une assurance qualité diligente et efficace, ce qui fait en sorte qu'ils excellent à trouver les erreurs dans des patterns, vu que c'est routinier pour eux, comme Lauriane le disait, la routine, ils connaissent par cœur leur machine, comment elle fonctionne, connaissent par cœur la job qu'ils ont à rendre, ce qui fait en sorte qu'ils vont déceler plus rapidement les petites erreurs. Ils ont une innovation accrue, donc la créativité de ces personnes est exponentielle. C'est souvent des personnes qui vont penser hors du cadre. Donc, ils vont nous amener dans une façon de voir les choses à laquelle nous, on n'aurait pas pensé. Et pourtant, cette belle créativité-là va nous amener à résoudre des problèmes de façon plus efficace. Puis ça, c'est vrai pour la majorité de la diversité. Là, on parle de la neurodiversité, mais lorsqu'on rentre sur d'autres diversités, en général, ça s'applique aussi l'innovation accrue de ces personnes. Ce sont aussi des personnes qui ont un dévouement et un engagement envers leur employeur qui est sans borne. Ils adorent ce qu'ils font, ils ont une loyauté, ils veulent s'impliquer. Fait qu'ils présentent souvent un taux plus élevé de rétention dans nos équipes. Donc, maintenant, en tant que veilleur, là, la diapositive, on vous amène en tant que veilleur parce que la présentation est dans le contexte de la communauté des veilleurs. Mais sachez que pour devenir une personne alliée des personnes neuroatypiques, les petits gestes que vous pouvez poser, c'est pas uniquement en tant que veilleur, ça peut être aussi en tant que gestionnaire d'une équipe, ça peut être en tant que collègue de travail. Il y a quelques petits gestes que je vous dis rapidement que vous pouvez faire pour être une personne alliée des personnes neuroatypiques. Donc, l'écoute active, de la pratiquer
de faire des efforts quand c'est nécessaire, quand la personne ne communique pas de la même façon que nous. Faire preuve d'ouverture et de respect à l'égard des différences. Offrir un soutien actif. Dénoncer les injustices et défendre les droits en alliance lorsqu'on voit que ces personnes sont victimes d'injustice. Le fait de les dénoncer, c'est important de le faire, sauf qu'il ne faut pas le faire à leur place non plus. On les soutient là-dedans. Puis le dernier, c'est d'apprendre en continu, de ne pas arrêter de s'informer, de se sensibiliser, de se former sur toutes les questions de la neurodiversité, de la neuro-inclusion. Puis d'entrée de jeu, je vous disais qu'il y avait des belles ressources pour ça. Je vous en ai laissé aussi des belles ressources qui vont pouvoir vous aider. Je vous mets une petite mise en garde. Je pense que ça, c'est devant mon écran. Je vous mets une petite mise en garde que vous connaissez sûrement, c'est de faire attention aux généralisations, puis aux caricatures. Pour n'importe quelle personne, on est tous des personnes uniques. Fait que ça ne veut pas dire qu'une personne, par exemple, qui a un TSA va réagir de la même façon qu'une autre personne TSA. On est tous uniques. Le fait d'apprendre à connaître cette personne-là, à savoir ce qui la rend heureuse, ce qui la met au défi, de savoir comment adapter son milieu de travail selon ses conditions, selon ce qu'elle aimerait faire. C'est important de prendre chaque personne de façon unique et non de les mettre tous dans le même panier. Puis Sonia, juste peut-être apporter un complément. Là, je pense que ce que tu viens de mentionner, ça répond bien à la question qui était posée dans le clavardage, qui mentionnait comment on fait pour s'adapter dans un contexte de travail avec des collègues. Il ne faut pas se découvrir d'un fil. Attention, les micros, oui. Donc, elle disait, avec des collègues TSA, si l'employeur ne peut pas demander un diagnostic ou... Tu barré, je peux excuse-moi, il y a quelqu'un qui ouvre son micro. Et que là, je ne le vois pas. On parle de quelque chose qui est barré. Je vais juste désactiver les micros de tout le monde, Sonia. Je vais te réactiver après, OK? Parfait. Bon, puis là, je vais essayer d'aller réactiver Sonia. Je m'excuse, ça c'est quand que tout le monde ne ferme pas les micros qui arrive. Je pense que ça a marché. Ah oui, ça a marché. OK, toi, tu es revenu. OK. Donc, la question était, je m'excuse, là, ça m'a déconcentré, j'ai perdu le fil, je le retrouve. Donc, la question était, s'il n'y a pas de diagnostic dans le milieu, comment on fait pour s'adapter? Est-ce qu'on peut forcer au diagnostic? Mais il y a quelqu'un qui a répondu que c'est de toute façon difficile d'avoir un diagnostic. Il y a des frais qui sont occasionnés, il y a des délais. Mais ce que tu apportais, je pense que ça répond quand même de considérer chaque personne comme une personne unique, puis de voir comment on est capable de collaborer ensemble, ayant un diagnostic ou pas, puis d'adapter les conseils que tu nommais là, dans ta page 14 là, que tu viens de présenter. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question du clavardage, mais je pense que c'est en bonne partie répondu. Puis, il y avait eu une autre question aussi qui était mentionnée un peu plus haut en lien avec la douance, à savoir si c'était seulement au niveau de l'enfance qu'on pouvait diagnostiquer de la douance. Il y a quelqu'un qui a répondu que non, ça peut être diagnostiqué à tout moment, même les personnes adultes. Je ne sais pas si tu veux confirmer, Sonia, d'après ce que tu connais, toi. D'après ce que je connais, puis ce que les spécialistes en disent, c'est qu'effectivement, la douance, ça peut être à tout âge, que ça peut être diagnostiqué. C'est pas nécessairement juste à l'enfance. Un adulte pourrait aussi être diagnostiqué en douance. Merci. Bienvenue. Merci pour les questions. Puis je pense que oui, tu sais, malgré le fait qu'il est difficile,
puis que encore beaucoup de gens ne veulent pas l'obtenir, ce fameux diagnostic-là pour je vous ramène au camouflage de tantôt. Le fait d'avoir une écoute active avec ces gens-là vont vous permettre aussi d'adapter l'environnement de travail, permettre à cette personne-là de se sentir beaucoup plus incluse, malgré le fait qu'elle ne veut pas en parler. Juste le fait de pouvoir l'écouter, de pouvoir comme faire preuve de respect envers ce qu'elle vous dit, puis d'avoir cette posture d'ouverture-là, va faire en sorte que cette personne-là va se sentir de toute manière très bien au travail. Fait que je pense qu'en tant que veilleur, employeur, gestionnaire, collègue de travail, si on pratique ces petits gestes, on peut certainement les aider à se sentir bien dans leur environnement de travail. N'hésitez pas non plus à utiliser le webinaire qu'on fait aujourd'hui pour pouvoir demander peut-être d'en discuter en équipe. Là, je vois qu'il y a peut-être des secteurs où c'est plus difficile de discuter de ce sujet-là, mais en ayant ce webinaire-là accessible, vous pouvez peut-être en visionner des sections en équipe pour informer puis échanger sur le sujet s'il y a moins d'ouverture chez certaines personnes. C'est des choses que vous pouvez faire aussi. Puis, Sonia, je me permets la question, je ne sais pas si c'est un service que vous offrez, mais s'il y a une équipe qui rencontre plus de difficultés comme conseillère EDI, est-ce que vous pouvez être sollicité pour avoir du soutien dans ces champs-là? Oui, effectivement, c'est comme ma dernière page de ma présentation, mais ben non, c'est pas grave. Effectivement, il y a plusieurs équipes déjà qui nous ont sollicité pour avoir une présentation beaucoup plus, comment je pourrais dire, ciblée. Ou adapté, oui, c'est ça. Ouais, plus adaptée, ciblée à leurs besoins. Fait que oui, on se déplace, on peut le faire en présence, on peut le faire en virtuel, on s'adapte. Puis souvent, on va parler justement avec l'équipe, le gestionnaire, pour savoir quelle orientation il souhaite prendre. Mais oui, on est sollicité, puis on vous invite à nous solliciter, à ne pas hésiter à nous solliciter, puis ça va nous faire plaisir d'y aller. Je vous parlais des ressources tantôt. Je vous les présente, c'est ma dernière diapositive, les ressources sur intranet. On a une section, une page EDI. Vous avez le lien. Il y a une section sur les personnes neurodivergentes. Il y a des outils sur la communication qui sont maintenant disponibles. Donc, je vous invite à aller sur la page. Il y a des formations, il y a des organismes, des personnes qui donnent de superbes formations. Je vous les ai mis là. NeuroPlus, puis Nuance sont celles qui en donnent de plus en plus. Ce sont des gros organismes qui sont toujours appréciés lorsqu'ils viennent. N'hésitez pas non plus. On a aussi de beaux organismes en Estrie qui nous soutiennent. Donc, Autisme Estrie, l'Association Grimby pour la déficience intellectuelle et l'autisme, TDAH Estrie. Et là, en me pratiquant, j'ai réalisé que je ne l'avais pas mis, mais il y a aussi Orientation Travail qui nous soutient lorsque nous avons des personnes neurodivergentes dans nos équipes. Donc, pour bien les accompagner le gestionnaire, accompagner l'équipe de travail, mais aussi accompagner la personne neurodivergente à s'intégrer à son milieu de travail. Fait qu'il y a aussi Orientation Travail qui est là. Fait que voilà, je conclue là-dessus en vous disant un gros merci de votre écoute, de votre indulgence aussi, parce que c'est vraiment la première fois que devant autant de personnes, je présente. Si vous avez des questions, des besoins particuliers, si vous aimeriez qu'on vous soutienne sur des questions reliées à l'EDI, n'hésitez pas, notre adresse courriel est là, ça nous fait plaisir de vous accompagner. Fait que voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sonia, d'avoir pris le temps avec nous ce midi. C'était une présentation vraiment intéressante. Je pense que ça a répondu à beaucoup de questions. Donc, on serait rendu à la période de questions si vous en avez. Je vais arrêter l'enregistrement. J'ai aussi mis le lien
vers l'appréciation du formulaire de la rencontre. Par contre, je fais deux choses en même temps, ça ne marche pas. Donc, vers l'appréciation de la rencontre, je vais le redéposer. Là, il y a beaucoup de remerciements, donc ça pop souvent. Là, je vais le redéposer un peu plus loin. Puis, on va être rendu à la période de questions. On a déjà une personne qui a levé la main. Je vais juste m'assurer, voilà, l'enregistrement est arrêté.